La cour s'assemble dans la somptueuse résidence de Blois. Les ors vibrent sous les plafonds peints, les dames rivalisent de grâce, les gentilshommes de prestance. Raoul de Bragelonne, fils d'Athos, contemplatif, passionné, s'avance, prêt à jouer son rôle dans ce monde où l'honneur se mêle au sentiment. Il retrouve Louise de la Vallière, dont le nom évoque déjà la pureté et la noblesse d'âme, et son cœur tressaille. Elle, promise à Raoul, éveille en lui ce feu tremblant et profond que l'innocence et la beauté peuvent inspirer. Mais c'est sans compter sur les puissants sentiments que nourrit sans le savoir le roi Louis XIV, jeune monarque avide de chaleur humaine, charmé par l'éclat de la Vallière, subtilement manipulé par la cour, rendu dame de compagnie de la reine. Alors que Raoul rêve d'un bonheur simple, une vie partagée dans la sérénité de l'amour, se trament autour de lui des projets bien plus complexes. En Angleterre, Charles II, roi déchu, arrive, implore de l'aide pour restaurer sa couronne. À Blois, il sollicite le soutien, matériel et politique, du cardinal Mazarin et du jeune roi. À la fois homme d'État et acteur en coulisses, Mazarin refuse. Mais Athos, fidèle à son ancien serment d'honneur, offre à Charles II bien plus que des promesses, des trésors cachés, un héritage oublié. Ainsi commence une mission périlleuse. Athos, tel un ombre généreuse, part récupérer un secret qui pourrait changer le destin des nations. D'Artagnan, autrefois flamboyant mousquetaire, désormais lieutenant sans offensive ni promotion, sent l'écume du temps sur ses épaules. Humilié par le refus de Mazarin, il démissionne, se libère des chaînes d'un rang qu'il juge désormais inutile et s'engage pour Charles II. Pas par ambition, mais par amitié, par fidélité. Il réunit les siens, recrute une petite troupe, affronte les océans, jusqu'à terre étrangère, aux portes de Newcastle. Là, déguisé en pêcheur, rusé mais fidèle, il installe son camp dans le silence des quais, prêt à conspirer pour le retour d'un roi. Pendant ce temps, la figure d'Aramis, ancien mousquetaire devenu jésuite ambitieux, s'élève dans l'ombre. Il ne renie ni le pouvoir ni la manipulation. Et si la religion lui confère un prestige, il envisage bien plus haut, dominer la France, voire l'Europe, en maîtrisant les leviers de la foi et du trône. Il recrute Porthos, son vieux compagnon, désormais ombre de l'épée flamboyante qu'il fut. Ensemble, ils fomentent un complot incroyable. Enlever Louis XIV pour le remplacer par son frère jumeau Philippe, détenu en secret à la Bastille. Le plan, digne d'un opéra tragique, brille par son audace. Mais la grandeur morale de Fouquet, le surintendant des finances, fait échouer leur entreprise. Leur coup se brise contre la loyauté, contre le sens de l'honneur toujours vivace chez certains. Athos revient avec ce qu'il est allé chercher pour Charles II et, dans un ultime acte d'abnégation, offre tout. D'Artagnan, guidé par sa conscience, arrête Fouquet, désormais accusé de trahison. Pendant ce temps, Porthos, du côté d'Aramis, tient la forteresse de Belle-Île, symbole de leur opposition au pouvoir royal. Mais la force de travail du jeune roi, désormais seul, se lève, assiège, conquiert, rétablit l'ordre. Les anciens mousquetaires dispersés se heurtent aux réalités d'un monde qui change. Louis XIV devient le roi soleil, imposant son autorité, façonnant la France à son image, tandis que les ombres s'estompent. Au milieu de ces convulsions, Raoul demeure obsédé par Louise. Il la suit des yeux, dans le carrousel des balles, sous les voûtes dorées de la cour. Il cherche à l'approcher, à lui murmurer la constance de son serment, à l'arracher à ce destin qu'elle partage, malgré elle, avec un roi. Mais la jalousie naît, s'insinue. Monsieur, frère du roi, affecté, blessé, devient silencieusement le jouet des intrigues. Les alliances amoureuses se nouent dans les plis des robes et des confidences murmurées sous les chandelles. Athos invoque le roi en sa faveur afin que puisse se sceller l'union de Raoul et de la Vallière. Le roi temporise, retardant quelque peu sa décision, ébloui par l'innocence et la douce audace de la jeune femme. Louis avance, séduit, hésite et finit par céder à la pureté de l'affection qui lui est offerte, sans savoir qu'elle vient de celle qui l'empêche d'être libre. Lorsque l'identité de la confidente amoureuse lui est révélée, son sentiment devient plus vif, plus tenace. Ce qui était plaisir devient amour, ou presque. Dans l'ombre, des conflits plus personnels s'élèvent. De Ward, fils de la perfide Milady,
cherche querelle à D'Artagnan, à Bragelonne, à De Guiche. Il raille l'amour que Raoul porte à Louise. Incapable de se battre, retenu par sa mission confiée par le roi, Raoul demande à De Guiche de défendre son honneur. Ce dernier, lui-même en proie à ses propres passions et tensions, combat de Warde. La lame s'élève, les mots volent, le sang coule, mais la blessure de Guiche devient sa grâce, puisqu'elle émeut la reine. L'amour et l'honneur demeurent liés. La Vallière est en proie aux sentiments, fascinée par sa pureté, consciente parfois du piège qu'elle pourrait devenir. Louis joue avec le feu, subjugué, tandis que Raoul, fidèle, lutte contre la douleur de perdre ce qu'il imagine si proche. Et la cour, palette infinie de passion et de poison doux, gravite autour de cet amour non consommé. Pendant ce temps, la société change. Le roi grandit, s'affirme, les institutions se réforment, les ambitions s'étirent. Mais pour les estomacs de la cour, un seul poison demeure plus cruel que la mort, un amour impossible. Et le roman s'ouvre plus encore, déployant ses 1000 filles à travers les destins, de Fouquet, de Porthos, d'Aramis, d'Athos, de D'Artagnan, de Raoul, de la Vallière et du roi lui-même, jusqu'à ce que chaque personnage ait payé, à sa manière, le tribut du temps. Le récit ne s'arrête pas là. Lorsque les armes se taisent, une nouvelle guerre se prépare dans les lignes du destin. Louis XIV monte vers la gloire, et l'œuvre s'achève sur l'idée que la loyauté, l'amour et la destinée s'entrelacent toujours. Les héros se retirent, certains dans l'ombre, d'autres dans l'oubli. Porthos disparaît dans sa dernière victoire vaine. Athos porte le poids de l'âge et de la perte. D'Artagnan demeure, symbole d'honneur et d'esprit d'aventure. Quant à Raoul, on ne peut s'empêcher d'imaginer. A-t-il obtenu son amour? A-t-il renoncé? A-t-il vécu? Le roman se clôt sur une tristesse mélancolique, souvent noyée dans les larmes du roi, dans les regrets de la cour, dans la mémoire d'une passion inassouvie et toujours vibrante.